nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomine, tuo da gloria. Non nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomine, tuo da gloria. Que la lumière soit dans nos esprits et puissions-nous y voir résider la sagesse de Dieu. Que cette lumière réside dans nos cœurs afin que le divin nous éclaire dans nos émotions. Puisse sa force nous soutenir. Que la lumière de Dieu illumine nos actions et puisse-t-il nous guider pour qu'elles soient emplies de beauté. À mon coup de maillet, cette communication sera ouverte. Nous allons donc commencer dans un premier temps à rendre gloire, à reconnaître, à rendre hommage à Dieu, qui est le seul et unique roi, le seul et unique maître de notre obédience, de nos suprêmes conseils et de nos souverains sanctuaires. Ce Dieu connu dans les différentes religions sous différents noms, Jéhovah ou Yahvé, Allah, Brahman, peu importe comment on lui donne la dénomination, en français nous disons Dieu. Seigneur du monde, tu régnais avant qu'aucune créature ne fût créée. Quand tout fut fait selon sa volonté, son nom devint roi. Et quand tout sera terminé, lui seul régnera redoutable. Il a été, il est, il sera dans toute sa splendeur. Il est un, sans second, à qui le comparer ou l'associer. Il est premier, il est dernier, pour toute matière et pour toute forme, sans commencement, sans fin. À lui la force et le commandement, sans comparaison, sans ressemblance, sans changement ou transformation, sans association, sans dispersion. Il est d'une immense force et puissance. C'est le Dieu de la Grande Loge Mixte Océan Indien, c'est le Dieu du Suprême Conseil Mixte Océan Indien, c'est le Dieu du Souverain Sanctuaire Océan Indien, Mixte Océan Indien. Et donc, c'est le Dieu qui dirige et anime nos travaux dans nos loges. Il est le rocher de notre héritage au jour de détresse. Il est notre bannière et notre refuge. Il guérit, il soigne, il est notre espoir et il est notre secours. En lui, nous confions notre âme et nos corps, nous confions nos loges, nos grandes loges, nos suprêmes conseils, nos souverains sanctuaires et toutes nos strates. Et c'est lui qui en est le gardien. Aussi, nous pouvons désormais, après avoir reconnu la suprématie de celui vers qui nous nous tournons, commencer cette communication et cet échange. Loué soit Dieu. Amen. Très bien. Mes frères et mes sœurs, j'ai tenu effectivement à m'adresser à vous dans cette forme, afin que les choses soient claires, tant aux yeux des frères et des sœurs de nos organisations, que aux yeux des frères et des sœurs des autres organisations maçonniques qui existent, en totale indépendance des nôtres, non assujetties à nous et auxquelles nous ne sommes pas bien évidemment assujettis. Et également aux yeux des profanes
du grand public, de vous tous qui me regardez aujourd'hui et qui écoutez cet échange, ce message. Parce que malheureusement, sur Internet, sur TikTok, sur Facebook ou autre, énormément d'informations circulent, la plupart venant de personnes ne connaissant strictement rien à la franc-maçonnerie, n'étant pas eux-mêmes francs-maçons. Ces informations sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Il faudrait les prendre une par une pour les traiter et pour pouvoir répondre à cette question. De manière générale, elles sont simplement détournées afin de salir ou de créer un mythe illusoire inexistant. Quoi qu'il en soit, tristement, il a existé et il existe des groupuscules humains non représentatifs de la franc-maçonnerie, non représentatifs des obédiences, qui pourraient avoir recours à certaines pratiques que nous ne cautionnons pas et qui sont totalement déviantes et contraires aux règles et aux bases de la franc-maçonnerie universelle. De manière générale, la franc-maçonnerie universelle, qu'elle soit anglaise, égyptienne, reconnaît et croit en Dieu. Point à la ligne. C'est-à-dire qu'ipso facto, il n'est pas possible, dans cette branche traditionnelle, la maçonnerie anglaise qui date de 1717, elle compte même plus de 300 ans d'existence, il en est quasiment la même pour la maçonnerie égyptienne. Il n'est pas possible de dire que l'on est franc-maçon si en simultané on veut nier l'existence de Dieu ou qu'on ne veut pas le reconnaître ou qu'on veut être athée. Cela pour la maçonnerie anglaise dite régulière, de la Grande Loge Unie d'Angleterre par exemple en français, GLUA, ou encore en anglais United Grand Lodge of England, UGLA, UGLA. D'autres obédiences existent. En France par exemple, il y a une obédience non reconnue par les Anglais et la GLNF, qui est une obédience libérale qui s'appelle le Grand Orient de France. Effectivement, le Grand Orient de France, avec qui nous sommes en bons termes, et avec beaucoup de frères du Grand Orient avec qui nous sommes en relation d'amitié, on en parlera dans un instant, alors que dans son histoire, il a d'une part à un moment donné été 100% masculin, il a aussi très clairement eu la reconnaissance du grand architecte de l'univers qui faisait partie de l'obédience et de ses loges, et il reconnaissait clairement Dieu, l'a désormais, entre guillemets, occulté, c'est-à-dire que dans le cadre de la laïcité, pour laisser la place à tout un chacun de pouvoir croire ou ne pas croire, ils ont donc enlevé cette forme, cette présence. C'est un choix, faisant d'eux du coup une structure obédientielle progressiste. Mais, de manière générale, dans les structures obédientielles traditionnelles, la foi, la croyance et la reconnaissance de Dieu sont indissociables de la possibilité d'être franc-maçon. Et nous nous situons, en ce qui concerne nos structures, dans cette ligne, les choses sont claires. Donc, chez nous, il n'y a pas, et je souhaite qu'il n'y ait jamais, et il n'y a jamais eu à ma connaissance, de croyance ou de foi différentes de celle-ci ou dans des choses obscures, si on peut dire. Lorsqu'un profane est initié chez nous, il prête serment sur un livre sacré, en général la Bible, ou ça peut être un autre. Pour autant, en franc-maçonnerie, dans nos structures, effectivement, nous nous arrêtons au simple fait de la foi et de la reconnaissance en Dieu ou de ce grand architecte de l'univers, d'une force supérieure qui est à l'origine de ce monde, soit qu'il a créé, qui devient un Dieu créateur, soit qui simplement l'a organisé, donc une force organisationnelle. Bien. Mais nous nous arrêtons là, c'est-à-dire que nous ne prêchons pas une religion en particulier. Les frères et les sœurs qui travaillent dans nos loges, dans nos grandes loges, dans nos suprêmes conseils, de par la planète Terre, peuvent très bien être chrétiens, catholiques, être chrétiens protestants, coptes, peuvent très bien être musulmans, sunnites ou chiites, peuvent très bien être juifs, séfarades, ashkénazes, peuvent très bien être hindous ou tamouls, peuvent très bien être sikhs ou zoroastriens. En aucun cas, nous ne faisons une ségrégation en fonction de la religion. Pas du tout. Toutes les religions sont les bienvenues chez nous. Maintenant, dans nos loges, il y a une spécificité, tout comme dans nos grandes loges.
il est strictement interdit dans nos loges de parler ou de se réunir pour des raisons politiques. Donc que cela soit clair avec nos frères et sœurs, avec les frères et sœurs des autres obédiences et avec les profanes. Chez nous, la politique est interdite, elle est bannie des loges. Dans nos loges, il n'y a que la spiritualité. Point. Le deuxième élément que vous ne trouverez pas chez nous, c'est effectivement l'affairisme ou le business, entre guillemets. Je prendrai l'exemple de nos amis du Grand Orient de France, puisqu'on est en France, et là c'est un exemple concret, avec qui nous avons de bonnes relations, nous louons les temples du Grand Orient de France, nous travaillons dans les temples du Grand Orient de France, nous échangeons, nous avons des amis, nous communiquons. Encore récemment, j'ai communiqué avec l'ancien conseiller de l'ordre, par exemple, ou d'autres frères avec qui nous avons travaillé, parce que j'ai moi-même travaillé au sein du Grand Orient de France, enfin j'étais présent donc dans le cadre de la loge d'amitié pendant au moins 3 vénéralats. Donc le premier vénérable maître sous qui j'ai travaillé à l'époque, qui est décédé, était à la sécurité sociale, il s'appelait Vistigo, et puis bon après... eux, ils sont encore là, il y a eu JG et MD. Donc on a travaillé dans la plus vieille loge qui s'appelle l'Amitié. J'ai même voyagé en ce temps-là avec Pierre Lambicki, grand maître du Grand Orient de France en 2008, et Christian Jadot, conseiller de l'ordre, et nous sommes allés ensemble à l'île Maurice. Enfin bon, pour la consécration des 230 ans de la Triple Espérance à l'île Maurice. Donc nous avons vraiment de bonnes relations amicales et fraternelles qui sont régulièrement confirmées. Je prends pour exemple le frère Jacques Técher, qui est le grand maître du Grand Orient à La Réunion, pardon, excusez-moi, qui est le grand patron du Grand Ordre égyptien, des hauts grades du Grand Orient de France, qui est dans le sud, et avec qui, une fois par mois en moyenne, on se retrouve, on déjeune à côté de sa maison à l'étang salé, on échange, on a un parcours de vie ensemble pendant quasiment 20 ans. Donc nous avons vraiment des relations excellentes. Nous travaillons à un moment donné dans le temple de Saint-Benoît, par exemple, qui avait été consacré en 2011 par Guy Arcizet du Grand Orient de France. Donc nous n'avons vraiment strictement aucun souci avec le Grand Orient de France, et nous sommes en très bons termes relationnels et amicaux. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas là que nous avons un traité de reconnaissance mutuelle. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Mais d'abord, dans les loges du Grand Orient de France, en règle générale, enfin, je veux dire, il n'y a là aucun reproche, aucune critique, ni mécontentement, ou quoi que ce soit. C'est une réalité de fait. En général, le Grand Orient de France est extrêmement lié à la politique, et la politique est extrêmement liée au Grand Orient de France. Et depuis à l'époque de Mitterrand, avec le père Barouin, il est clair quand même qu'au Grand Orient de France, de manière globale, c'est particulièrement à gauche. Bien. Donc, dans cette optique, puisque ça fait partie de leur identité, de leur constitution, de leur manière de voir les choses, il est tout à fait compréhensible que dans leurs loges, ce soit des loges à visée politique. Pas de souci, c'est ce qui les définit. Nous ne sommes pas dans cette optique. Ce qui nous définit, c'est une visée spiritualiste. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur d'où venons-nous, la raison de la vie, pourquoi Dieu... Enfin, nos interrogations sont d'ordre philosophique. Et nous tenons à ce qu'il en soit ainsi. Parce que nous partons d'un principe simple. Si un profane, un frère ou une sœur, veut faire de la politique, bon, déjà, qu'il aille au Grand Orient de France, après tout, tant qu'à faire. Mais s'il veut en faire, mais qu'il le fasse dans un mouvement politique, dans un parti politique, pourquoi voudrait-il venir dans une loge maçonnique initiatique qui doit travailler sur des données métaphysiques? Pourquoi veut-il absolument que ce soit à cet endroit-là qu'il fasse de la politique? Et par contre, après, quand il va dans un mouvement politique, cette fois-ci, il veut que la franc-maçonnerie vienne avec lui comme un réseau d'influence dans son parti politique. Mais c'est un non-sens, voyons. Donc, soyons cohérents. On vient en loge, en tout cas c'est comme ça que nous abordons les choses, attention, on ne reproche rien à personne, mais nous, chez nous, on vient en loge pour faire de la spiritualité. À l'extérieur de la loge, le frère ou la sœur est libre d'être engagé en politique et d'aller dans un mouvement politique. Ça peut être, à l'époque, il y avait l'UMP, dont j'étais délégué de la deuxième circonscription ici, de 2007 à 2012, lorsque Sarkozy était président de la République. Tout le monde s'en souvient, je suis passé devant 800 000 réunionnais à la télé, on ne peut pas l'avoir raté quand même. Et... ou alors, si c'est pas l'UMP, c'est le Républicain ou au Parti Socialiste, qui est un parti politique réel. Et puis bon, il y en a d'autres, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes, pour prendre ces deux exemples, à droite, chiracien, UMP, républicain, ne venez pas faire de politique de droite dans cette loge. Allez faire de la politique dans votre mouvement. Et si vous êtes socialiste, si vous êtes avec Jean Jaurès ou une idée autre, peu importe, avec Jospin, allez à ce moment-là au Parti Socialiste, faites de la politique là-bas. Mais quand vous venez en loge, en tout cas chez nous, la loge n'est pas un lieu de rencontre politique, de débat politique,
Et nous avons, pour être très clair, des frères et des sœurs qui sont de toute mouvance politique. Et nous ne prenons pas en compte ce critère pour les accepter ou pas. Nous avons une sœur qui est pour Mélenchon, communiste, et je l'aime énormément. Et nous avons un frère qui est, lui, complètement de l'autre côté. Donc, et on s'aime, et on se retrouve tous en loge, et ça se passe bien. Donc ce message sur le concept de la politique, je pense qu'il est clair, et comment ça se passe chez nous, il est clair aussi. Alors je le souligne, pourquoi? Parce que malheureusement, certaines personnes veulent des fois détourner le chemin pour se dire « je vais rentrer, je vais faire comme ça, je vais pouvoir me retrouver ensuite ailleurs, et je vais avoir un réseau et tout et tout ». Écoutez, il n'y a pas de réseau quoi que ce soit à avoir. Récemment encore, des personnes n'ont cessé de nous demander l'identité de juges, de procureurs, d'hommes politiques, de sénateurs et tout, qui est franc-maçon, qui ne l'est pas. Nous n'avons jamais répondu. Bien évidemment, avec 20 ans de vie en maçonnerie, en ayant été dans toutes les loges du Grand Orient de France de La Réunion plus d'une fois, nous les connaissons très bien et nous entretenons des relations amicales. Et nous n'avons jamais révélé leur nom et ne les révélerons pas. Mais pour autant, on voit bien que certains ont cette velléité et donc je pense qu'il est nécessaire, il était nécessaire là de faire un point là-dessus quand même pour remettre les pendules à l'heure. Nos structures sont des structures totalement légitimes, qui ont leur propre identité, leur propre mode de fonctionnement, et qui ne sont en guerre avec personne, et sûrement pas avec le Grand Orient, lequel Grand Orient d'ailleurs, nous lui sommes reconnaissants, puisqu'il nous a aidés pendant les 20 ans, à travers ses frères, en nous fournissant les temples, comme le temple Yvan Turpin de Montrepos, où j'ai moi-même officié, le temple consacré par Guy Arcizé à Saint-Benoît, le temple à un moment donné de la possession, et puis les frères eux-mêmes sont venus nous aider, et nos grands maîtres viennent, ou comme le frère Jacques Téchia, qui a 50 ans, plus de 50 ans du Grand Orient de France, qui est le premier grand maître de la GLMOI à La Réunion, il est du Grand Orient de France. Et le grand maître actuel, il a fait 20 ans à la Triple Espérance. Au Grand Orient de France, il est député, il était la dernière fois là, avec le Premier ministre de l'île Maurice. Donc, il faut être clair, il n'y a strictement aucun souci, nous ne souhaitons pas qu'il y en ait, et si jamais un jour il devait avoir un doute, eh ben, on se réunira comme c'est prévu bientôt, il me semble, à mon repos, et on fera autour d'une table ronde, on échangera entre frères et personnes intelligentes. Bien. Maintenant que nous avons vu le fait que nous sommes spiritualistes, point et pas politique, que le Grand Orient sert, nous allons parler aussi de la GLNF. La Grande Loge nationale de France, c'est très simple. La GLNF, elle est, sur le territoire français, l'obédience qui représente l'avatar, la Grande Loge unie d'Angleterre. Et normalement, il n'y en a qu'une par pays. Je dis normalement parce qu'il y a des spécificités à l'île Maurice et dans certains endroits des États-Unis, mais de manière générale, il n'y en a qu'une, et c'est la GLNF. C'est donc la seule et unique obédience qui peut se targuer de dire qu'elle est régulière, ce qui est vrai. La GLNF est une obédience régulière, premièrement. Deuxièmement, la GLNF ne visite personne et ne reçoit personne. C'est leur mode de fonctionnement. Nous n'avons pas à aller leur demander comment est-ce qu'ils veulent faire. Nous n'avons pas à leur dire vous devez faire ci ou ça. Ils font ce qu'ils veulent. Tout comme d'ailleurs nous faisons ce que nous voulons. Bien. Pour autant, ça n'empêche pas que nous ayons des relations amicales avec des frères de la GLNF. Des grands maîtres, quand ils sont de passage, par exemple, pardon, et que nous entretenions de manière très cordiale, effectivement, des relations, voire même des traités, non pas de reconnaissance de même, mais des traités administratifs nous permettant de pouvoir utiliser les temples et de partager les temples. Bien, donc les choses ont été claires. On peut effectivement dire, être amené à penser qu'il y a un peu plus de politique de droite peut-être, ou d'affairisme, pas d'affairisme, mais de relations professionnelles dans le cadre de la GLNF. Mais enfin, je pense qu'il appartient à chacun de parler de lui-même, et c'est pas à nous d'en parler, mais c'est pour essayer d'éclairer et de donner des grandes lignes, parce que bon, il faut pouvoir quand même essayer de situer les choses. Maintenant, une question est la suivante. Est-ce que nos structures, donc je parle là, parce qu'il y a plusieurs strates. Il faut comprendre qu'il y a la Grande Loge qui gère les loges, qui s'occupe d'apprentis compagnons maîtres en maçonnerie. Et puis au-dessus, en fonction des rites, il y a pour le rite français les ordres de sagesse, 1er, 2e jusqu'à 5e. Enfin, voilà. Ensuite, pour le rite écossais ancien accepté RE2A, il y a les suprêmes conseils, du 4 au 33. Je suis moi-même 33e souverain contre-inspecteur général, membre du suprême conseil mixte souverain, en tant que 33e du RE2A. Entre autres, je ne suis pas que cela, je le suis aussi en rite égyptien. Il y a après d'autres hauts grades, bien évidemment, comme les grades égyptiens, du GOE, comme le ROS, et ainsi de suite. Donc chacun a sa structure de haut grade, et cette structure de haut grade est distincte de l'obédience bleue. Donc est-ce qu'effectivement, dans le cadre en tout cas, de l'obédience symbolique, qu'on appelle bleue, qui gère apprentis compagnons maîtres, c'est-à-dire cette espèce de fédération qui gère un peu toutes ces associations qu'on appelle loges, est-ce que notre grande loge, ou nos grandes loges d'ailleurs, ont ou pas un traité de reconnaissance mutuelle avec le Grand Orient de France? La question, elle est clairement posée, et je réponds de suite
Pour être très clair, nous n'avons pas de traité de reconnaissance mutuelle avec le Grand Orient de France, que les choses soient claires. Je n'ai jamais prétendu le contraire et je ne le prétendrai jamais. Et je rajoute, en ce qui concerne, donc là il faut bien m'écouter en prenant en compte tout ce que je vais vous dire. En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle avec le Grand Orient de France, je ne suis pas favorable à cela. Pour une raison très simple. Notre obédience et nos individus croient et reconnaissent Dieu. Ça n'est pas le cas au Grand Orient. Enfin, pardon. Le Grand Orient met en avant la laïcité. Donc, du coup, sort cette obligation de croyance en Dieu. Bien. Nous ne faisons pas de politique. Le Grand Orient fait de la politique. Mais écoutez, à un moment donné, vous voulez qu'on se reconnaisse en quoi? Ce n'est pas possible de se reconnaître mutuellement. Mais, par contre, je suis favorable 100% à un traité d'amitié. Et là, c'est complètement différent. On peut être amis en ayant des visions différentes. Mais se reconnaître mutuellement, c'est avoir quelque part la même vision. Donc, on peut très bien être chrétien et avoir un ami musulman. C'est tout à fait possible. Mais un lion ne peut pas reconnaître un agneau. C'est pas possible, c'est pas la même chose. Ils pourraient être copains éventuellement, c'est bizarre, mais bon, c'est toujours possible. Donc, il faut faire la différence, parce que les mots sont précis, les mots MOTS, et quand on ne les comprend pas ou qu'on veut les contourner, on va engendrer des mots MAUX. Donc, il faut faire la différence très précise. En ce qui me concerne, je ne suis pas le seul à prendre des décisions, bien évidemment, mais je donne mon avis que j'expose, et après les grands patrons décident. En ce qui me concerne, la reconnaissance mutuelle, pour moi, n'est pas cohérente, elle correspond à une aberration intellectuelle, mais l'amitié, par contre, est complètement cohérent et une réalité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes amis. Donc, autant le formaliser. Ça, j'y suis favorable, et j'espère que les démarches qui sont censées être faites ou qui sont en cours avec le grand maître Nicolas Penin du Grand Orient de France actuellement aboutiront positivement, tout simplement. Sachant que dans les faits, nous avons déjà en fait une relation amicale sur le territoire réunionnais, mais également à l'île Maurice et dans les autres endroits où nous sommes et où nous nous situons. Nous avons donc vu là quoi? Premièrement, la spécificité de nos structures. Et puis, la spécificité des autres structures. Je ne m'étalerai pas plus là-dessus, ça ne relève pas de nos compétences de parler des autres, ils en parleront eux-mêmes. Quant au mode de fonctionnement, chacun a son mode de fonctionnement. Il est clair que lorsque notre frère Napoléon Bonaparte, empereur de France, avec, si je ne dis pas de bêtises, avec son frère biologique qui était grand maître du Grand Orient, et puis après il y a eu Maréchal Magnien et tout ça, enfin a fourni un patrimoine énorme il y a presque 200-300 ans au Grand Orient, qui en est toujours héritier, il est clair qu'on ne peut pas avoir les mêmes moyens, ni immobiliers, ni financiers, pour travailler ou autre. Pour autant, je ne peux qu'attester dans mon parcours de vie maçonnique que tous les frères du Grand Orient vers qui je me suis tourné, autrefois et maintenant, nous ont toujours fourni, et les temples, bon, moyennant finance évidemment, on payait un loyer, ça va de soi, on paye un loyer, mais nous ont toujours fourni les temples, nous ont toujours aidés, nous ont jamais posé de problème ou mis de bâton dans les roues, donc bon, les choses elles sont claires. Et il en est de même avec la GLAMF, il n'y a pas si longtemps, et avec la Grande Loge de France d'ailleurs, qui, autrefois, du côté de Saint-Louis, et dans les années 2010, 2012 ou autre, nous ont fourni un créneau, qu'on soit bien d'accord, il y a une convention, on paye un loyer, c'est pas gratuit, et donc on a pu travailler dans le temps de la Grande Loge de France, donc toutes ces obédiences, et je pense là réellement, là, en l'occurrence de mémoire au Grand Orient de France, et je les remercie bien sûr, fraternellement, ont été présentes pour nous, pour nos structures, nous ont épaulés, nous ont fourni leur temps, nous ont aidés dans nos travaux, et ont toujours été présents, et jusqu'à preuve du contraire, ont toujours respecté notre légitimité. Moi, ça fait 20 ans de maçonnerie que je fais à des égyptiennes de Memphis, Misraïm, à l'île de la Réunion, et lorsque je rencontre tous les anciens ou les grands maîtres, je n'en ai jamais rencontré un seul irrespectueux, bien au contraire, ils ont toujours apprécié mon travail et mon parcours. Bien. Alors, en guise de conclusion, si je puis dire, de cela, que devons-nous retenir? Premièrement, chez nous, pour entrer chez nous ou travailler chez nous, il faut d'abord faire une demande, il faut un casier judiciaire, il faut une pièce d'identité, ensuite il y a des enquêtes, et ainsi de suite. Bon, bref, il faut évidemment avoir la foi en Dieu, ou en tout cas affirmer qu'on reconnaît l'existence d'un être supérieur. C'est-à-dire que si quelqu'un il arrive et qu'il dit clairement « Moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu et je le renie », cette personne ne peut pas et ne pourra jamais intégrer nos loges. Que les choses soient claires, c'est impossible. Par contre, il pourra intégrer le Grand Orient, il pourra intégrer une autre obédience peut-être. Mais chez nous, ça n'est pas possible. Bien, ça c'est un premier point.
Une fois qu'il a fait ses démarches, bon, ben, là, à ce moment-là, il peut nous rejoindre. Celui qui, par contre, viendrait chez nous pensant qu'il va y trouver ou que c'est une porte d'entrée pour pouvoir ensuite faire de la politique ou du business, ne venez pas. Les choses sont claires. Ne venez chez nous que si vous vous intéressez aux grands mystères de l'histoire de l'humanité et que vous voulez travailler sur la métaphysique. Point à la ligne. Bon, mes frères et mes sœurs, et chers profanes et chers amis, à mon sens, on a quand même fait le tour. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée, de bien comprendre, de faire circuler cette vidéo. Et je tenais à ce que ce soit exposé au grand public parce que lorsque les choses se font à l'arrière d'un rideau ou dans un temple, il est toujours facile de déformer les mots et puis après d'inventer des histoires et tout. Or là, comme nous n'avons rien à cacher, nous nous montrons. Je ne vois pas pour nous sommes des gens corrects, honnêtes, qui marchent en droit. On ne fait pas de mal, on n'a pas de raison de se cacher à l'arrière d'un rideau ou de se tapir dans l'ombre. Donc, vous nous voyez tout simplement en direct. C'était le frère Stéphane Brett, île de la Réunion. J'ai dit.